Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui nous avons un énorme tas de pièces d'ordinateur. J'ai vraiment envie d'appeler cette vidéo, et je crois que c'est le titre, vous l'avez très certainement vu, le colis de la gratitude. Parce que très franchement, il faut vraiment beaucoup aimer ce que je fais. Il faut vraiment avoir quelque chose, on va dire. Il faut vraiment avoir envie de me remercier, quoi. Je vois pas tellement de... Ou alors faut avoir la générosité la plus... Enfin, non, faut avoir les deux. Faut avoir vraiment envie de me remercier et avoir la plus grande générosité du monde entier pour m'envoyer tout ça gratuitement et anonymement, sans avoir aucune arrière-pensée. Franchement, j'ai envie de dire merci, mais ce mot-là n'est pas suffisant, quoi. C'est juste que dalle. Merci, c'est rien. Là, c'est juste... Voilà, voilà, c'est énormément de pièces d'ordinateur, et surtout le pire, c'est que vous voyez toutes ces boîtes et tout ça, vous vous dites, voilà, ça contient très certainement des trucs qui n'ont rien à voir. Non, pas du tout, c'est littéralement ce qu'il y a dedans. Si vous arrivez à reconnaître d'ici ces différentes boîtes, eh bien, vous pouvez voir ce que c'est, et c'est une carte mère qui coûte relativement cher, enfin bref... Vous allez voir ça, je vais vous les montrer en détail. Alors, un truc aussi que vous pouvez voir, c'est le brin d'humour qu'a fait la personne qui l'a envoyé, en marquant sur une bonne partie des emballages Advance par-dessus la marque à la place, parce que je pense que c'est à cause de ça, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est parce que j'ai dit dans une vidéo que si on voulait qu'un colis, que j'ouvre rapidement un colis, il faut le mettre dans une boîte d'alimentation Advance. Bon, je disais ça pour blaguer, mais c'est juste parce que ce jour-là, j'avais vu ce colis avec marqué Advance dessus, je me suis dit, je vais l'ouvrir juste au cas où que ce soit réellement ça qui est dedans. Je sais plus du tout ce que contenait ce colis, mais en tout cas, je me rappelle avoir fait cette réflexion-là. Et donc, bref, là-dedans, il y a de quoi faire tout un PC gamer, mais alors extrêmement avancé, on va dire, c'est-à-dire presque les meilleures pièces que l'on peut trouver sur le marché en termes de rapport performance-prix. Bon, certains trucs sont un tout petit peu trop cher, j'ai envie de dire, à mon goût. J'aurais jamais acheté ça personnellement parce que je suis trop peu, on va dire, j'ai pas assez d'argent pour investir dans certaines de ces pièces, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à dire sur ces pièces là. Alors je sais pas s'il a fait exprès de prendre des pièces qui m'intéressaient énormément en termes de vidéo, parce que ce sont par exemple des marques que j'ai jamais testé, et donc du coup ça me permettra d'avoir une expérience là-dessus, ou des trucs où au contraire dans les vidéos j'en ai parlé, etc. Et bon, par exemple, j'avais parlé de Toshiba dans les disques durs, je crois, ou en tout cas j'en ai parlé à des amis, je suis peu sûr de l'avoir fait en vidéo, et en disant notamment que les disques durs Toshiba en 2,5 pouces sont vraiment excellents. Et justement, ce qu'il m'a amené, il m'a acheté un disque dur Toshiba de 2 Teraoctets en 3,5 pouces, parce que j'ai pas encore pu tester un seul Toshiba 3,5 pouces, parce que ça fait que depuis 2013 que Toshiba fait des 3,5 pouces, et donc du coup j'ai pas eu encore l'occasion de tomber sur un de ces disques durs. Hors vidéo, là, juste avant, j'ai testé le disque dur juste pour voir s'il avait survécu au transport et pour voir son débit, et pour un disque dur de Teraoctets, franchement c'est aussi bon que les meilleurs Seagate que l'on peut trouver par exemple, ou Western Digital, ou peu importe, en termes de débit et en termes de latence. Mais en plus de ça, c'est extrêmement silencieux. Franchement, il faudra voir ce que ça donne en termes de qualité de construction et compagnie, le temps que ça dure, mais en tout cas, si c'est du même niveau que les 2,5 pouces de chez Toshiba, c'est juste absolument excellent, quoi. Alors, première chose que nous pouvons voir avec ce morceau de bêtisier que je vais laisser au montage, j'étais en train de regarder si cette espèce de truc, c'était un truc de rack ou de je ne sais pas quoi, mais visiblement, ça s'en va tout seul, hein. Bon, ça s'en va tout seul, pas forcément à chaque fois. C'est les caches pour les lecteurs CD qui sont très bizarres. Bon, bref, un boîtier de chez Cooler Master qui a l'air tout à fait convenable, même si après je ne connais pas son prix, donc il faudra que je me renseigne un petit peu. Tout dépendra du prix. En tout cas, moi, comme j'ai pas eu à le payer, j'ai pas du tout à me plaindre. Donc moi, il me servira pour je sais pas quelle config, je verrai ce que je mettrai dedans. En tout cas, voilà, un boîtier qui est vraiment sympatoche. Mais par contre, il a un petit quelque chose qui fait que je ne l'utiliserai pas dans mon bureau à moi-même. Là, mon bureau à moi-même, ça veut rien dire. Je dis de la merde, là. Qu'est-ce que je disais ? Oui, mon bureau, quoi, d'ordinateur, parce que moi, j'ai un truc qui me gêne, c'est les boutons sur le dessus. Ça, je trouve ça extrêmement gênant dans mon bureau, parce que je suis obligé de passer ma main par un tout petit interstice pour réussir
à rentrer et appuyer sur le bouton. Donc ça non, ça je peux pas, donc ça ira ailleurs. Mais pour mon ordinateur, bon du coup j'utiliserai encore mon fameux Almad Zen 9 hein, qui lui il a juste le bouton power sur le dessus, mais il est vers là en fait. C'est-à-dire qu'en gros il est sur l'arête de devant comme ça et donc du coup ça pose absolument aucun problème. Et pour ce qui est des USB, ils sont pas non plus sur le dessus comme ça, ce qui me gêne beaucoup. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai un énorme boîtier Thermaltake qui est vraiment pourri d'ailleurs, hein, c'est vraiment de la merde, hein, 70€ et tout ça, il était beaucoup plus cher au moment où je l'ai eu, mais très franchement, il les vaut pas, hein. Il vaut même pas le prix du Zalman Zen 9 celui-là, parce qu'il est nul à chier. Je veux dire, le Zalman Zen 9, je peux lui mettre plein de disques durs dedans et il vibre pas du tout. Cette espèce de truc immonde et gros et qui pèse super lourd, je lui mets un disque dur dedans, j'entends vibrer toute la carlingue comme si c'était un boîtier no-name, c'est n'importe quoi. Je parle pas du tout du Cooler Master que vous avez là, hein. Je parle bien entendu d'un Thermaltake que vous n'avez pas du tout sous celui-là, j'ai pas eu le temps de pouvoir voir ce qu'il vaut. En tout cas, voilà, donc c'est pour cette raison que le Thermaltake, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, derrière une boîte, juste un petit bout dans le grand angle que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire que ce boîtier, en fait, il me sert pour un ordinateur qui a seulement un SSD, qui est celui que j'utilise pour les jeux, en fait. Et bon, pour l'instant je l'utilise pas beaucoup parce que je suis sûr que si j'utilise beaucoup de jeux, il va très certainement me falloir ajouter autre chose qu'un SSD parce que c'est pas avec 256 gigaoctets que logiquement on peut stocker énormément de jeux, même si le fait que ça tourne pas sous Windows et le fait que je m'en sers pour absolument rien d'autre que les jeux fait en sorte que enfin voilà, ça fait quand même pas mal de place quoi. C'est pas comme si on avait un ordinateur avec 2 tonnes de trucs installés et quand tu rajoutes un jeu, bah c'est juste plus possible, c'est déjà trop rempli. Donc bref, qu'est-ce que je racontais sinon à propos de ça? Oui, bah voilà, un boîtier sympatoche. J'aime bien son design, mais voilà, il faudra voir ce que ça donne à l'utilisation. Tiens, par contre, un truc que je trouve rigolo, c'est ces 2 grosses poignées là qu'il y a sur le dessus, qui le rend très pratique à déplacer en fait. Vraiment très pratique à déplacer. D'ailleurs c'est justement un des problèmes que j'ai avec beaucoup de boîtiers, c'est quand on le charge de plein de trucs très lourds, pour réussir à trouver une accroche, pour réussir à le soulever, des fois c'est la galère la plus totale quoi. On essaye de le prendre par devant, par le lait. Ah oui d'ailleurs, le Thermaltake en question là dont je vous ai parlé avant, en plus il nous fait un gros piège avec ça. Il y a un gros trou derrière, donc on pourrait penser que c'est fait pour mettre sa main pour soulever. Et ensuite devant, bah il y a le passage du lecteur CD, que si on le met pas dedans, bah ça fait aussi un gros trou pour pouvoir le soulever par les 2 côtés, hop, on le soulève, on l'embarque. Problème, cette plaque qui est sur le dessus, en fait, n'est tenue par rien du tout à part des crans qui sont très faibles, et tu soulèves le boîtier, il se soulève genre à 1 mètre du sol, et d'un coup, paf, tout tombe par terre parce que le boîtier se décroche. Ce boîtier Thermaltake, c'est juste de la grosse bouse. Franchement, encore une fois, heureusement que je l'ai pas payé le Thermaltake, hein. Enfin si, je l'ai plutôt payé avec mon temps, mais bon, disons que le boîtier Thermaltake, c'est vraiment l'un des pire truc que j'ai jamais eu. Je l'ai utilisé en tant que boîtier principal à la place du Zalman Zen 9 pendant 3-4 mois. Qu'est-ce que j'ai regretté d'avoir déplacé toutes mes pièces là-dedans. Oh, vous imaginez même pas. Donc bref, ce boîtier sympathique, je vais le remettre de côté et on va voir le deuxième boîtier. Et voici le deuxième boîtier qui non n'est pas un boîtier Advance, mais un boîtier de chez Fractal Design qui est vraiment très sobre, comme vous le voyez au niveau du design tout bêtement, vraiment très sobre. Tiens, je viens de voir un truc amusant, c'est que les 2 seuls USB qu'il a en façade, parce que visiblement il en a que 2, oui ça fait pas beaucoup ça, ce sont des USB 3, et le problème c'est qu'étant donné que ce sont des USB 3 que nous avons en façade, eh bien sur certaines cartes mères, on ne peut pas booter dessus, donc ça peut gêner un petit peu, on sera obligé de crapahuter derrière l'ordinateur pour tout simplement brancher une clé USB, mais il y a peut-être des USB 2 en façade ou je sais pas quoi que je n'ai pas encore vu. Alors, pour tout vous dire, je suis un peu embarrassé parce que je comprends juste absolument rien à ce boîtier. Je suis en train de regarder là-dedans, comment on met un lecteur CD déjà ? On peut pas. Oui, où est-ce qu'on met les disques durs ou Qu'est-ce que c'est que ce boîtier ? Qu'est-ce que c'est que ce boîtier à la con ? Oh là 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 là, alors bon, si c'est pour mon ordinateur qui fonctionne sans lecteur CD et sans autre chose qu'un SSD, je peux toujours me débrouiller, mais je comprends rien moi à cette espèce de boîtier. Mon Dieu. Où sont passés les... What the fuck ? Bon, j'ai peut-être loupé quelque chose dans la boîte, je vais regarder. Non, la boîte est complètement vide, la boîte du boîtier, hein, la boîte du boîtier. Où est-ce... Comment... What ? Alors, je regarde l'autre côté du boîtier et j'ai pas beaucoup plus d'indices, en fait. J'ai l'impression qu'on peut visser des SSD à cet endroit-là. A priori, c'est ce que ça me dit. A priori, on enlève ça...
J'espère que vous voyez bien. Voilà, on enlève ce truc, puis ensuite on visse le SSD par-dessus comme ça, et donc hop, on visse derrière, et puis hop, on peut mettre un SSD comme ça. Bon, ok, pourquoi pas, je comprends un peu le but. Voilà, hop. Bon, si j'arrive à remettre ce truc, voilà, et on peut en mettre un deuxième ici, a priori. Si j'arrive à reclipser ce truc pile en face du trou de vis là, parce que bon sang, j'ai l'impression de visser de traviole, alors du coup de limer le filetage. Bon, est-ce que je vais y arriver? Putain, ce boîtier a l'air d'être trop ambitieux pour son bien, hein. Là franchement, ce boîtier vraiment essaye de tellement nous en foutre plein les yeux en faisant des trucs qu'on n'a jamais vu nulle part, qu'au final, il fait surtout de la merde, j'ai envie de dire. Parce que là, on peut mettre les disques durs classiques, on peut en mettre que 3 déjà, ce qui est vraiment nul. Oui, hein, je le dis comme je le pense, parce que moi, mon ordinateur en a... bon, heureusement que je prévoyais pas d'utiliser ce boîtier en tant que boîtier principal, parce que je peux tout simplement pas. Moi, mon ordinateur a 5 disques durs à plateau et un SSD. Donc là, what the fuck. Surtout qu'en plus, ça fait une perte de place phénoménale en façade, hein, parce que vous avez vu tout le vide qu'il y avait devant, quoi. C'est juste, on peut rien mettre à cet endroit-là, rien. Alors j'ai beau chercher, mais dedans, il y a absolument aucun emplacement pour mettre un lecteur CD, absolument rien du tout. Alors moi, ça me dérange pas plus que ça, mais quand même, j'ai envie de dire que les emplacements 5,25 pouces qu'on aurait en haut d'un ordinateur peuvent servir à autre chose qu'un lecteur CD, genre un lecteur de carte, genre mettre plus d'USB en façade, vu qu'il y en a que 2. Bon, oui, non, là franchement ce boîtier il est ridicule. Ouais, je sais pas combien il coûte, mais alors là, même à 20 € j'en veux pas. Gratuit, je le prends, volontiers, pas de problème. Mais franchement, à part le design très sobre qui est assez sympathique, le boîtier lui-même, il est juste inutilisable pour, j'ai envie de dire, tellement de personnes que c'est juste, enfin bon, bref, c'est sûr, toutes les personnes qui utilisent plus du tout de lecteur CD, bon, voilà, ils pourront utiliser ça, il n'y a pas de problème. Toutes les personnes qui peuvent se contenter de seulement 2 USB 3 en façade, et justement, le problème à se contenter de 2 USB 3 en façade, c'est qu'il faut une carte mère qui puisse booter sur l'USB 3, et d'autant plus qu'il n'y a pas de lecteur CD, donc on est clairement obligé de pouvoir booter sur l'USB 3, donc il faut vraiment une carte mère récente de chez récente, avec l'USB 3 intégré au chipset et non dans une puce séparée qui gère l'USB 3 à la place du reste. Sinon on est obligé, comme je le disais, de crapahuter derrière et d'utiliser l'USB 3, vous savez, genre voilà quoi, brancher une clé USB derrière, ensuite repartir derrière, ressortir avec les USB, enfin bon, oh là là, c'est malin, hein. Ou alors mettre une rallonge USB qui part de derrière jusque devant l'ordinateur, juste un fil qui traîne comme ça par terre devant le boîtier à cet endroit-là, plus ou moins. Oh là 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 là, et si t'as besoin d'un lecteur CD, t'es obligé d'en utiliser un USB, quoi. Et encore une fois, si tu veux booter dessus, t'es obligé de le brancher derrière si ta carte mère ne gère pas l'USB 3 intégré. Nom de Dieu, ce boîtier! Bon, il doit être super bien par contre pour le cable management, hein. Regardez, il y a toute cette place à remplir avec votre merde, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais la carte mère va s'arrêter là, les pires cartes graphiques existantes vont s'arrêter là, et vous avez un vide phénoménal qui ne sert strictement à rien du tout. C'est ok. Franchement, quitte à faire ça, moi j'aurais préféré qu'il fasse en sorte que le boîtier soit moins profond. Ça aurait été génial en plus parce que ça se serait mieux intégré parmi mes meubles que l'immense boîtier fractal, l'immense boîtier Thermaltake que je pensais pourri avant, mais que franchement j'ai clairement envie de relativiser les choses là. Alors de toute évidence, visiblement ce colis est fait exprès, c'est une sorte de colis piège, c'est fait exprès pour que je dise du mal de diverses marques que tout le monde considère comme géniales, en m'envoyant quelques-uns de leurs produits les plus bizarres. Enfin, je suppose, je dis ça comme ça, hein, c'est pas sûr que ce soit réellement les intentions de la personne qui m'a envoyé ça. En tout cas, attention, hein, je dis bien à nouveau, mais c'est pas parce que je dis qu'un produit est bizarrement foutu ou je ne sais pas quoi que ça veut dire que je n'apprécie pas le fait qu'on me l'ait donné. Au contraire,
Franchement, j'adore qu'on m'envoie des trucs justement pour défier les idées reçues ou ce genre de trucs là. Fractal Design par exemple, j'en avais eu un extrêmement bon, enfin voilà, c'était une des marques que je trouvais qui faisait du bon boulot, et quand je vois ça, je me dis que c'est quand même un peu spécial. Là maintenant, ensuite on passe sur un water cooling de chez, non pas de chez Advance, mais un Raijin Tech Triton 360, a priori c'est comme ça qu'il doit s'appeler. Donc c'est un water cooling, alors vous connaissez très certainement déjà mon opinion sur les water cooling. Pour information, je trouve que ça ne vaut pas le coup parce que ça te fait payer plus cher pour un truc exactement identique à un air cooling. Genre par exemple on trouve des ventirades classiques en fait qui coûtent 30€, qui refroidissent aussi bien, si ce n'est pas parfois mieux, que des water cooling parfois allant jusqu'à 80€. Donc bon, là il s'agit vraiment d'un truc extrêmement haut de gamme, bon, qui est vraiment surtout fait pour être joli, j'ai envie de dire, plus que d'être efficace, parce qu'on voit, ils ont fait des tubes transparents, ils ont fait en sorte qu'on voie la turbine à travers le truc, enfin, si c'est vraiment comme sur la photo, a priori, voilà, c'est oui. Bon, malgré tout, je pense que, bon, là, il y a peut-être des chances que ça fonctionne bien, étant donné que ça doit être vraiment un modèle cher, quand on voit la taille du radiateur. A priori, si j'ai bien compris, ça se met sur le haut du boîtier. Alors ouvrons ça en espérant que, vu l'orientation que je lui ai donnée, tout ne tombe pas par terre. J'espère que non. J'espère franchement que non. Voilà, donc pop, nous avons ceci, un petit quelque chose pour caler le truc. J'avais mis la boîte dans le sens que je l'ai mis avant pour que vous puissiez voir le contenu, mais visiblement la boîte m'a trollé. Donc bon, je vais mettre ça comme ceci. Voilà ce que nous avons dedans. Nous avons donc un water cooling ici qui est gigantesque, et nous avons le water block qui bizarrement est rouge ici et non pas bleu. Je fais bouger le micro, un truc de ouf, donc désolé pour les bruits bizarres que ça doit faire. Et nous avons 3 ventilateurs avec un câble extrêmement court d'ailleurs, il me l'avait dit par email, qui lui a posé des problèmes car il lui a fallu une rallonge. Bref, ensuite nous avons nos fameux ventilos, on va voir ce qu'ils valent. Hop, tac. Si j'arrive à enlever ça, oh là là, c'est pas facile. Je sais pas s'ils sont reliés tous les 3 ensemble. Non, visiblement nous avons 3 ventilateurs séparés. Ok, ça c'est malin ça. C'est vraiment pas prévu pour être pratique à utiliser, parce que 3 ventilateurs séparés, il n'y a pas 3 prises PWM sur une carte mère, hein. J'en ai jamais vu avec 3, hein. Ou alors t'aimerais bien aussi mettre un ventilateur de boîtier aussi des fois, hein. Non, ce serait bien, non. Et en plus ils sont super courts. Alors j'espère qu'ils ont mis un truc pour assembler les 3 ventilateurs ensemble et les brancher à une seule prise PWM, je vais voir ça. Et de toute évidence, ce n'est pas le cas, nous avons juste un kit de visserie ici, oh là là, oh, mais c'est n'importe quoi ça, hein. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Ils auraient dû faire en sorte, je sais pas, de faire... surtout qu'en plus, attendez, le pire c'est que vous avez besoin d'une 4e prise ensuite, non PWM cette fois-ci, mais une 4e prise pour le water cooling. Alors franchement, je trouve en plus que le choix de la prise est complètement débile, parce que c'est une pompe. Si tu le branches sur un truc comme ça, tu risques de tomber sur une prise thermorégulée. Et une prise thermorégulée va donc baisser la vitesse de la pompe, augmenter la vitesse de la pompe, autant que la pompe soit plutôt à une vitesse constante. Parce que bon, c'est pas franchement le genre de truc qu'on aimerait voir vaciller en vitesse en permanence. Donc personnellement, j'aurais vu plutôt une prise genre ATX 12 volts à cet endroit-là. ATX 12 volts, non pas du tout, je veux dire une prise Molex 12 volts. Ou une prise lecteur de disquette, ou peu importe, n'importe quoi, ou en tout cas que ça vienne peut-être avec une prise comme ça, mais avec un adaptateur pour une prise Molex ou une prise SATA, ou peu importe ce qu'on pourrait trouver qui peut transporter du 12 volts à l'intérieur du boîtier, quoi. Bref, on va passer sur du plus positif, on va voir la carte mère. Alors c'est une Gigabyte, alors attendez, je referme un petit peu, avec un partenariat avec World of Tanks. Je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs, comme type de partenariat. Mais bon, pourquoi pas. C'est une gaming, alors personnellement, je vous ai déjà dit dans une vidéo il y a déjà un bon moment d'éviter les modèles gaming, parce que très souvent c'est 100% marketing, d'ailleurs ça se voit, hein, quand on a carrément un partenariat avec World of Tanks, là on peut pas faire plus marketing. Mais donc, oui, parce que c'est souvent marketing, mais parfois, ça peut valoir le coup. Disons que c'est pas plus cher qu'une carte mère standard qui aurait les mêmes caractéristiques, ça peut valoir le coup. En l'occurrence, celle-là était à 130€, j'ai pas vu si... à peu près 130€, donc j'ai pas vu s'il y avait des cartes mères, vous savez, qui avaient les mêmes caractéristiques pour moins cher, mais ça paraît raisonnable, 130€. C'est pas non plus comme certains trucs gaming où ils se mettent... et puis hop, le prix monte d'un cran comme pas permis, et genre
accessoires par exemple, ça monte à des fois plus de 200 €, plus de 300 €, des fois 500 j'ai vu. Ça c'est vraiment complètement incroyable. 500 € pour une carte mère exactement identique que n'importe quelle autre. Non, celle-là ça va, c'est convenable. À savoir qu'elle vient bien entendu avec tous ses accessoires, les fameux câbles Serial ATA, etc., la backplate, la notice et peut-être quelque chose en rapport avec World of Tanks peut-être, parce que vu que bon voilà, petits autocollants peut-être. Ah non, ça c'est une petite prise pour que ce soit plus facile de brancher les prises de façade, ça c'est une très 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 bonne idée. Alors personnellement Gigabyte, je vous l'ai très certainement déjà dit, mais c'est l'une des marques avec lesquelles j'ai eu le moins de problèmes de toute ma vie. C'est vraiment, s'il y a certaines marques auxquelles je peux dire que j'ai 100% de satisfaction, il y en a quelques-unes, il y en a vraiment pas mal, faudrait que je fasse une vidéo peut-être sur ce sujet-là, mais Gigabyte fait vraiment partie, pour les cartes mères, c'est mon premier choix, quoi, j'ai envie de dire, aucun souci de quoi que ce soit avec cette marque, je n'ai jamais eu quoi que ce soit tomber, je n'ai jamais vu quoi que ce soit tomber en panne avec ce genre de truc. Enfin, un truc que je viens de voir qui est assez amusant, c'est que vous voyez sur cette carte mère, nous avons 2 prises pour de l'USB 3 en façade. En l'occurrence, le boîtier ne pourra jamais avoir que plus de 2 prises USB en façade, donc ça utilisera qu'une de ces 2 prises, parce que chaque prise correspond en fait à 2 USB en façade. Et donc oui, alors ça veut dire que cette carte mère, si on la met dans ce boîtier là que j'ai juste en dessous, on pourra jamais utiliser la deuxième prise USB en façade parce qu'il faudrait rajouter un petit quelque chose, vous savez, sur une baie pour lecteur CD ou pour lecteur de disquette ou ce genre de truc. Et il y en a aucun dans ce putain de boîtier. Donc du coup cette carte mère aurait une partie de son potentiel 100% gâché si on le mettait dans ce boîtier là. Alors la carte mère m'a été passée visiblement avec 16 Go de RAM installé. Ah non, il y a un clip que sur le haut, comme sur certaines Asus. J'avais pas vu ça, vu que moi je vois que de ce côté-là, je suis là, pour information. Donc si vous l'avez pas deviné. Donc je vais les enlever, parce que je viens de voir un truc, c'est que, tac, j'enlève tout ça, allez, vire-toi de là. Allez, hop, voilà. Donc, parce que j'ai vu un truc, c'est que, vous voyez, là, il y a le logo, là, de la marque. C'est une Corsair Vengeance, je sais pas quoi, là. Et donc le truc, c'est que, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a un petit cache qui n'a pas été enlevé. Et vaut mieux l'enlever parce que sinon, après, avec la chaleur, avec le temps, ça finit par se décomposer d'une manière absolument immondement moche. Et j'ai déjà vu ça, notamment sur des alimentations ou je ne sais pas quoi, où ils mettent ça pour camoufler le petit logo, comme ça. Et là, je vais faire ça sur chaque barrette. Parce que sinon, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas top. Je vous conseille d'ailleurs de regarder aussi si sur la carte mère il n'y aurait pas des logos sur le Northbridge ou ce genre de truc, parce que ce sont des composants qui chauffent beaucoup, et s'il y a un petit autocollant sur le logo de la même façon, juste pour protéger des rayures ou je ne sais pas quoi pendant le transport, et bien ce petit autocollant va avec le temps fondre et gondoler et tout ça, et surtout empêcher la dissipation thermique comme il faut. Là sur les barrettes de RAM c'était pas le cas, mais si c'est sur le Northbridge, j'ai déjà vu sur des Asus ce genre de truc, c'est vraiment complètement stupide, parce que l'air contre le métal, c'est pas mal pour dissiper la chaleur. Quand vous avez par contre du métal qui est en contact avec du plastique, qui lui-même est en contact avec l'air, ça fait isolant, c'est complètement stupide. Je viens de voir un truc, c'est que vous voyez ces 3 ports là, ce sont des ports qui sont non pas des Serial ATA, vous avez 2 Serial ATA par truc, et vous avez ce petit truc en plus. C'est parce que ce sont des super Serial ATA, là, je sais plus comment ça s'appelle le vrai nom, mais en fait c'est parce que ça combine 2 Serial ATA plus un petit machin, et ça permet d'avoir un débit monstrueux sur chaque truc. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des SSD qui existent en port PCI Express. Et c'est encore plus rapide de les utiliser en port PCI Express, donc ce genre de truc c'est un petit peu un format plus ou moins morné. Et le plus drôle avec ça, c'est que ça ressemble un petit peu au port SAS qui existe, bon, juste un petit peu de loin comme ça, mais au niveau technique surtout, ça ressemble un petit peu au port SAS qu'il y a, c'est-à-dire sur les serveurs, pour brancher les disques durs donc de serveurs. Et ces ports-là, donc, pourquoi ils n'ont pas utilisé strictement le même que les ports SAS sur serveur? Parce que ça aurait été logique, ça aurait été le même standard et tout ça, et ça aurait permis d'économiser pas mal d'argent, étant donné que ça aurait pas obligé les constructeurs de faire un nouveau standard à la fois pour la carte mère, à la fois pour les disques durs, etc., etc. Bon, après, j'ai compris que eux, ils avaient intérêt à séparer le monde des serveurs du monde du grand public le plus possible, parce que vous savez quoi, le monde des serveurs, c'est génial, ça coûte cher quand c'est neuf, mais l'occasion, ça coûte
que dalle. Et des trucs d'occasion de serveurs qui ont 4 ans sont parfois plus performants que des trucs qui sont neufs et beaucoup plus chers de particuliers faits par la même marque, quoi. Et donc du coup, acheter un vieux disque dur de serveur, bon, pour les disques durs c'est pas une bonne idée d'en acheter d'occasion, mais voilà, bon, disons quand même que pour certains composants, notamment le processeur, eh bien par exemple quand on a une socket 1366, acheter un Xeon plutôt que d'acheter un Core i7, et ben je peux vous dire que ça vous permet de payer 4 fois moins cher pratiquement pour un processeur parfois plus performant. Genre par exemple vous pouvez acheter un 6 cœurs Core i7 pour une fortune, pour la même chose, exactement le même en Xeon, vous pouvez en trouver à partir de 40€. Donc voilà, bon après il faudra l'overclocker parce qu'en Xeon il aura une fréquence moins haute. Mais si vous achetez le même en Xeon, vous en aurez pour 65-70€, un truc comme ça. Bon bref, vous en aurez pour moins cher que voilà. Donc ensuite, au niveau du processeur, c'est un Core i5 6600K, un excellent processeur de chez Intel, bien entendu, et qui peut s'overclocker plutôt pas mal. Et si vous êtes partant pour l'overclock, d'ailleurs, prenez plutôt un i5 qu'un i7, parce que le fait qu'il n'y ait pas l'hyperthreading fait que ça chauffe moins, fait qu'on peut overclocker plus, fait qu'on peut rattraper dans les programmes qui sont pas compatibles avec l'hyperthreading les performances, une partie en tout cas des performances, qu'offrirait l'hyperthreading dans des programmes qui ne sont pas compatibles hyperthreading. Tiens, je viens de voir qu'il y a des emplacements SSD ici. Enfin, je crois que ce sont des emplacements pour des SSD avec un format un peu spécial. Je connais pas du tout ce nom. Il y a marqué M2. Est-ce que c'est M2 comme ça me fait penser au format de Sony qui avait sorti des cartes, des petites cartes qui s'appelaient des cartes M2 comme des cartes micro SD. Et qu'est-ce que nous avons d'intéressant là-dessus? Bon, l'audio. Pourquoi il y a des deep switch comme dans le vieux temps, tu sais, comme dans l'ancien temps, des deep switch. Par contre, contrairement à l'ancien temps, c'est marqué nulle part sur la carte mère en lithographie à quoi servent ces deep switch et surtout comment les configurer et tout le bazar. C'est même pas marqué au dos alors qu'il y a largement la place de mettre un mini mode d'emploi si on a perdu la notice ou ce genre de truc. Ça c'est con parce que franchement ça leur aurait rien coûté, surtout qu'en plus regardez là ils sont amusés à faire littéralement, vous voyez toute cette partie là avec ces traits blancs et tout ça, ça coûte pas plus cher que d'avoir fait un petit tableau qui par exemple ici là il y a largement la place pour expliquer à quoi servent ces petits deep switch. En tout cas pour la carte mère Gigabyte, bon, suivant le prix et tout ça, bon, voilà, disons que ça ne pose pas de problème. Bon là c'est une très bonne carte graphique, enfin je ne connais pas la marque, hein, mais en tout cas pour ce qui est des caractéristiques de cette carte graphique, c'est une très bonne carte graphique. Après c'est fait par KFA2, je ne connais absolument pas. Si vous n'avez pas réussi à lire ce qui a marqué sur la boîte, je vous le montre d'un petit peu plus près. Alors bon, il y a une fameuse... Alors ça me fait marrer parce que c'est imitation, en gros, les espèces de petites machines à lettrer qui existaient à une époque, qui en gros prennent une sorte de bout de scotch là, bizarre, et appuient dessus très fort pour faire ces reliefs qui écrivent des trucs dessus. Je sais pas pourquoi ils ont pris ce style-là, parce que c'est au contraire un style de truc complètement dépassé pour une carte graphique extrêmement moderne. Donc si vous n'avez pas vu, donc je vous le redis, c'est une GeForce GTX, enfin je vous le redis, non, je vous le dis, je vous l'épelle, c'est une GeForce GTX 970, je ne sais pas si c'est un modèle pré-overclocké, mais de toute façon on s'en fiche complètement, que ce soit overclocké ou non, ça va direct aller dans le PC que j'utilise pour Steam, parce que franchement, c'est beaucoup mieux que ce que j'utilise actuellement, surtout du fait que j'utilise Linux personnellement, et non pas, tout simplement, j'utilise pas Windows pour les jeux, etc. Et les cartes graphiques Nvidia sont bien mieux supportées pour l'instant. C'est peut-être amené à s'améliorer avec le temps, mais pour l'instant, c'est franchement un avantage sérieux pour Nvidia. Par contre, si vous voulez un PC Linux pour la bureautique, prenez plutôt du AMD parce que au final il n'y a même pas besoin d'installer de pilote quand vous avez une AMD et ça fonctionne très bien pour tout ce qui est bureautique. Ou si vous voulez acheter du bas de gamme et le faire fonctionner sous Linux, là aussi ça marche mieux si c'est de l'AMD, mais si c'est du haut de gamme, ça marche beaucoup mieux si c'est du Nvidia. C'est-à-dire en gros si vous voulez prendre genre un petit truc, je sais pas, passif ou je sais pas quoi, achetez du AMD mais direct quoi, ça fonctionnera avec les pilotes qui sont préinstallés, rien besoin d'ajouter et ce sera plus performant qu'une Nvidia bas de gamme aussi, parce que les Nvidia bas de gamme ont tendance à être très mal supportés sous Linux, mais tout ce qui est haut de gamme, alors là ça fonctionne, mais alors beaucoup mieux chez Nvidia. Donc nous allons ouvrir cette belle boîte noire, exactement comme l'espèce de truc de chez Rising Tech là. On passe d'une boîte extrêmement colorée à un truc en carton noir complet. Ensuite on ouvre ça et on a la notice visiblement. Oui.
est-ce que nos amis de chez KFA2 ou je sais pas trop quoi là nous donnent un indice dans la notice s'il serait par exemple une filiale d'une entreprise que je connais par exemple, je ne sais pas. Non, en fait, c'est juste une petite notice pour nous expliquer comment on installe les pilotes. Il n'y a même pas les fameux blabla, on va dire, presque indispensables et tout ça, qui sont habituellement marqués sur les notices. Vous savez, les trucs officiels, genre les licences, les droits d'utilisateur, le SAV, ce genre de trucs, n'est même pas marqué sur cette notice, c'est bizarre. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, j'en ai aucune idée. Pour ce qui est du deuxième papier qu'il y a dedans, c'est juste un petit quelque chose pour te dire comment on le met dedans et tout le bazar dans l'ordinateur. Bon, ça, bon, c'est très très classique. Un petit adaptateur VGA, bah tiens, c'est marrant, il continue à les faire. Ça, c'est bien parce que j'en ai besoin. Bon, j'en ai pas besoin sur mon PC de jeu, par contre j'y pense, alors du coup ça me servira pas, mais ça peut toujours servir. Là nous avons un petit adaptateur si on n'a pas une carte, une alimentation qui aurait ce qu'il faut comme câble. Là nous en avons un deuxième pour si vous avez vraiment une très très vieille alimentation qui a ni l'un ni l'autre. Ça par contre ça serait étonnant, et puis d'ailleurs ce serait peut-être pas forcément une très bonne idée de brancher ça sur une alimentation ancestrale qui n'aurait ni truc 6 pins, ni truc 8 pins pour brancher quoi que ce soit. Donc ensuite, pof, la belle carte graphique se trouve ici, mais voilà, bon bah en tout cas ça sera largement ce qu'il me faut pour jouer, en tout cas, même beaucoup plus. Et pour ça, je n'ai absolument aucun reproche à faire, tiens, ça va vous changer, ça. Et ensuite, nous avons l'alimentation. Alors, l'alimentation m'a été envoyée dans un colis séparé. Il faut savoir aussi que les deux boîtiers ont été envoyés dans des colis séparés et que toutes les pièces étaient en fait coincées dans ce boîtier où justement il y a tellement de vide dedans qu'en fait c'est presque plus un truc de rangement qu'un boîtier de PC parce que, encore une fois, c'est vide, il n'y a rien là-dedans. C'est impressionnant de voir à quel point c'est un gâchis d'espace complet. Déjà que le Thermaltake c'était un gros gâchis d'espace aussi, celui-là c'est honteux quoi. Donc, l'alimentation, bah, je vais la sortir de la boîte. Il n'y a plus grand chose à voir sur la boîte parce qu'elle est complètement défoncée. Parce que quand je l'ai reçu, c'est le premier que j'ai reçu. Quand je l'ai ouvert, en fait, je croyais juste que c'était un colis comme les autres qui contiendrait, vous savez, quelques petites babioles rigolotes et tout ça qu'on puisse montrer à la caméra et pas des grosses babioles chères. Rigolotes aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Donc, c'est une alimentation de chez Lepa ou Lepa, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui a l'air tout à fait honnête, hein, même si elle a encore, elle aussi, son petit côté kéké, vous allez voir, son petit côté frimeur. Qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais bon, moi, ça me dérange ni en bien ni en mal. C'est juste que je m'amuse toujours à à l'évoquer en vidéo, en fait. Alors, vous avez ensuite cette petite pochette qui contient tous les câbles, en fait. Même si à l'origine, elle contenait pas les câbles quand je venais de le recevoir et que je l'ai sorti, en réalité, ce qu'il y avait dedans, c'était juste... La pochette était vide, hormis... peut-être ça, je suis plus sûr que c'était dedans. Et voilà, c'est ça qu'elle contenait, surtout cette pochette, mais je pense pas qu'elle était faite pour contenir ça à l'origine. Si vous vous demandez ce que c'est que cette espèce de truc là, qui ressemble à rien et tout ça, vous allez comprendre tout de suite si vous n'avez pas déjà compris, juste après. Alors ensuite nous avons quoi ? Ah, un petit strap sympathique pour strapper les câbles ensemble. De manière détachable en plus, c'est ça qui est bien, c'est pas comme ces espèces de trucs. Voilà, donc on a enlevé tout, je vais enlever la lime maintenant. Donc vous aurez très certainement deviné que c'est une lime modulaire. Et cette espèce de chose là, en fait, c'est une capote de rechange si on n'aime pas le rouge pour avoir du noir. C'est assez drôle, c'est vraiment drôle. Surtout qu'on peut aussi enlever complètement ce truc là et utiliser l'alimentation sans ça, hein. Ça n'est absolument pas indispensable en quoi que ce soit. C'est juste pour pas rayer les coins de l'alimentation. Pour ceux qui sont maniaques à ce point, en fait, c'est pour les obsessifs compulsifs ce truc. Donc, qu'est-ce que je disais sinon à propos de ça ? Oui, nous avons différentes prises qui ressemblent beaucoup à celles que j'ai sur ma Corsair qui est faite par Seasonic. Donc peut-être que Lepa fait fabriquer ces alimes chez Seasonic, ce qui est une excellente référence. Cette alimentation a l'air parfaite, hein. Franchement, je vois pas ce que je pourrais lui reprocher. Il n'y a plus qu'à voir ce qu'elle vaut en utilisation. Tiens, d'ailleurs, là, justement, sur ce logo, il y avait un petit film plastique que j'ai enlevé, hein, pour vous prouver justement qu'en effet, il y a beaucoup de marques qui le font, s'ils ont vraiment envie... Parce que, vous savez, ces trucs-là, qui sont vraiment avec des marques bizarres et tout ça, et qui fabriquent même pas leurs produits, c'est-à-dire ils demandent à Seasonic ou FSP ou peu importe de fabriquer les alimes pour eux, eh bien, ces marques-là, franchement, ils ne vivent que de leur logo, j'ai envie de dire. Donc, ça paraît logique qu'ils mettent un petit quelque chose de protection sur le logo. Bon, je vanne un petit peu, hein. Vous le savez très certainement que je ne suis pas tout le temps sérieux et que quand je le suis, c'est pas forcément
parce que je suis en colère, hein, il faut vraiment, vraiment se détendre. Alors pour terminer, nous avons le fameux disque dur Toshiba que j'ai déjà évoqué, qui est tout neuf, qui fait 2 Teraoctets et qui, comme je l'ai déjà dit, est très très bon, a priori. Je ne sais pas du tout par contre ce que ça vaut en termes de qualité de fabrication, mais je l'ai déjà dit, donc je vais arrêter de me répéter. Il était emballé neuf dans son emballage d'origine, un emballage anti-statique, mais surtout anti-humidité, parce que ça a tendance à poser des problèmes pour les disques durs. Si vous vous demandez ce qui pose des problèmes pour les disques durs, bon, l'humidité, c'est surtout à long terme quand c'est stocké dans un coin, mais à l'utilisation genre au quotidien, c'est les vibrations, les chocs, une alimentation pourrie. Alors ça tue les disques durs très facilement à cause de plein de raisons, quoi. Ça peut être les chutes de tension trop rapides, ce genre de truc, ou ça peut être aussi les interférences électriques. Si le courant est complètement parasité dans tous les sens, ça peut embêter la stabilité du truc. Et disons que le firmware du système est en train de mettre à jour quelque chose qui ne sont pas vos données personnelles, mais qui est quelque chose genre la mise à jour de la table Smart ou ce genre de choses, pendant qu'il se passe quelque chose qui fait planter l'un des composants ou qui le fait fonctionner de manière un petit peu instable, eh ben ça risque de briquer votre disque dur. Donc très franchement, évitez complètement les alimentations no-name avec des disques durs à plateau, peut-être même avec des SSD, j'ai envie de dire, mais en tout cas, si vous tenez à vos données, si vous tenez à votre disque dur, si vous tenez à votre investissement, achetez une bonne alim. L'alimentation qui était donnée avec tout ce colis fait partie de ce genre de bonnes alimentations, même si je ne connais pas plus cette marque que ça, donc je peux pas vous en parler plus que ça en détail, etc., et vous la recommander en termes de rapport qualité-prix, mais en termes de rapport qualité tout court, ça a l'air d'aller, hein. Sinon, a priori, acheter directement une alim, c'est une marque qui la fabrique eux-mêmes, est une meilleure idée parce que vous l'aurez beaucoup moins cher habituellement. Bon bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, Samsung. Un SSD Samsung, un 950 Evo. Alors les Evo, personnellement je suis pas un grand fan des Samsung Evo. Pour quelle raison ? Eh bien parce qu'ils utilisent de la mémoire TLC. Alors la mémoire TLC a une durée de vie qui est moins grande que la MLC, mais en plus de ça, l'autocorrection des corruptions et compagnie de ce genre de trucs est moins au point que sur les MLC parce que les corruptions font plus de dégâts. Une petite corruption sur une MLC risque de poser un peu de problème. Une petite corruption dans une TLC va avoir des conséquences qui seront décuplées en gros. Donc pour le système d'autocorrection des erreurs, c'est-à-dire l'ECC, à l'intérieur du SSD, eh bien il a plus de boulot à faire et il a moins de chances de récupérer vos données. Donc ce sont des trucs qui ont plus de chances de faire des corruptions en vieillissant, qui vieillissent en plus vite, et qui en plus de ça, comme c'est plus récent, et comme c'est une technologie nouvelle, quoi, eh bien les technologies pour essayer de compenser ce genre de problème ne sont pas encore totalement au point. Donc ce sont pas des SSD qui sont aussi bons que par exemple les Samsung Pro, qui eux utilisent de la MLC, ou les SSD de absolument n'importe quelle autre marque qui utilisent pratiquement tous de la MLC. Genre par exemple les marques genre Corsair, Kingston, les SanDisk haut de gamme, ainsi que par exemple des trucs du style... c'est quoi cette marque déjà ? Ah, ça revient pas. Un truc qui appartient à Micron, Crucial peut-être ? Je sais plus. Enfin, en tout cas, toutes ces bonnes marques ont tendance à utiliser que de la MLC et pas du tout de la TLC, parce que la TLC, c'est plus ou moins une invention de Samsung, et donc Samsung prend les risques avant les autres, quoi, parce que sinon ce sera jamais au point pour les autres, s'il y a personne qui a envie d'essayer ça. Ah oui, j'ai oublié Intel dans les SSD. Alors, si vous voulez un SSD super fiable, peut-être pas les plus rapides, mais super fiable, achetez du Intel. Ce sont les seuls à être suffisamment fiables pour être utilisés en entreprise. Tous les autres, c'est de la gnognotte, parce que si vous les éteignez pendant une coupure de courant, par exemple, ça s'éteint brutalement, vous risquez de perdre des données avec les autres marques. Bon, si ça écrit pendant que vous êtes en train d'éteindre, bien entendu. Mais avec les Intel, ils ont une petite batterie incorporée qui est largement suffisante pour faire en sorte que le truc ait le temps de terminer ses opérations avant de s'éteindre parce qu'il n'y a plus de courant. Alors que très souvent, les autres marques font l'économie sur ce petit condensateur, cette petite batterie, entre guillemets, c'est plutôt un condensateur, du coup, si on leur demande des opérations beaucoup trop complexes, ce sont des opérations simples, logiquement, ils auront le temps de les finir, mais si on leur demande des opérations trop complexes, il n'aura pas le temps de les finir, qui s'arrêtera en plein milieu des opérations qu'il est en train de faire. Et ça fait de grosses corruptions, et de grosses corruptions égale d'énormes problèmes au prochain démarrage si c'était un fichier système. Donc, ou
si j'étais pas un fichier système, ça veut dire que vous avez perdu par exemple votre travail. Et ça peut être un peu bête de perdre ce que vous étiez en train de faire. Genre par exemple si vous êtes graphiste ou peu importe, et que le logiciel que vous utilisez a un système qui enregistre périodiquement et tout ça, si ça tombe pendant cet enregistrement périodique, vous perdez carrément tout votre projet. Donc ça c'est magique. Donc bon voilà, donc vaut mieux utiliser quand vous faites vraiment des trucs extrêmes qui sont extrêmement demandants en termes de, on va dire, de sécurité des données et compagnie, utilisez plutôt du Intel. Bon après ce que je viens de dire est peut-être un petit peu pas trop à jour parce que c'était une analyse qui datait de 2013, un truc comme ça, ou de 2014 en tout cas. Enfin bon, il y a eu au moins 2-3 ans qui sont passés depuis, donc du coup bon c'est peut-être ils ont peut-être réglé ce problème chez les autres marques, mais ce que je sais c'est que Intel à une époque était les seuls à avoir ça, donc bon, et Intel est utilisé en entreprise de toute façon quoi qu'il arrive, c'est pas juste une marque pour le grand public, donc bon ça peut se comprendre qu'ils fassent plus d'efforts. Bon, et bien maintenant je vais m'amuser à monter tout ça dans un PC, enfin bon, pas forcément exactement dans un seul et même PC en réalité, c'est-à-dire que la carte mère va partir dans mon PC actuel, avec bien entendu le processeur et la mémoire vive, le water cooling va très certainement aller sur un AMD FX, juste dans le doute qui pourrait mieux le refroidir, même si ce que j'utilise actuellement, qui est un Hyper 212 Evo d'ailleurs, le refroidit déjà tellement bien qu'il n'y a pas forcément grandement besoin de le refroidir plus que ça, sauf si j'ai envie de l'overclocker largement au-delà du raisonnable. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire de spécial ? Ah oui, le SSD va sûrement aller dans mon ordinateur portable. Le disque dur, lui, bon, bah, pour l'instant, je sais pas trop s'il va rejoindre les 4 autres de 2 Teraoctets dans mon NAS ou s'il va faire office de spare ou un truc comme ça, mais ça serait bête qu'il fasse office de spare parce que j'aimerais bien beaucoup l'utiliser justement pour voir ce qu'il vaut au long terme. Et avec l'utilisation, quoi, plutôt que de rester jusqu'à ce que un des Seagate que j'ai grille dans je sais pas combien d'années, parce que des Seagate, des fois, comme toutes les marques, en fait, les disques durs, et c'est pour ça que, si vous regardez sur Internet, aucune marque de disque dur a une bonne réputation. Et c'est pour... Bon, il y en a certains qui vont dire « Ah ouais, moi je préfère ça, ouais, moi je préfère ça ». Non, la réalité, en fait, c'est que, souvent, quand vous achetez un disque dur, son sort est déterminé par le transport. C'est-à-dire qu'en fait, s'il a été chahuté pendant qu'il a été transporté par la poste, il tombera en panne dans les 2 ans. Bon, ce sera sous garantie, bien sûr. Il tombera très certainement en panne, quand je dis tous les 2 ans, il tombera en panne surtout entre 1 et 2 mois, quoi. Et donc, voilà. Bon, ça, c'est un disque dur qui s'est pris un choc pendant le transport. Et ça touche toutes les marques, littéralement toutes, sans aucune exception, que ce soit Seagate, Western Digital ou peu importe. Donc bref, si on a un transporteur qui est peu méticuleux, eh bien ça va faire ça. Par contre, une fois qu'on a passé le cap des 2 ans, même peut-être parfois même si on n'a pas de chance, on va dire le cap des 3 ans, allez, mais souvent on est fixé au bout de 2 ans. Très rarement un disque dur tombe en panne après 2 ans, parce que là ils sont partis pour durer longtemps certains. Bon, sauf si vous les traitez mal bien sûr. Si vous branchez une alim de chiottes, ou si c'est dans un ordinateur qui vibre dans tous les sens, ou vous donnez des coups de pied à votre ordinateur, bon là vous allez le faire tomber en panne rapidement. Mais si c'est bien entretenu, si c'est au frais, si c'est sans choc, sans vibration et avec une bonne alimentation, j'ai des disques durs, ils marchent encore et ils vont marcher encore très longtemps. Et ils ont genre 20 ans quoi, un disque dur de 20 ans quoi, bordel de merde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et par contre, comme je le disais, ces vieux disques durs, j'en ai quasiment aucun qui ont grillé de ces vieux disques durs. Par contre, dans leurs premières années, comme je le dis, c'est souvent là que ça grille. Les seuls disques durs que j'ai grillés que j'ai achetés neufs, et donc je sais qu'ils ont été très bien traités, ce sont des disques durs qui avaient eu visiblement un problème de conception ou un problème lors du transport. Donc bref, oui, ce que je voulais dire, c'est que bon, si je m'en sers comme spare et que mes Seagate justement qui fonctionnent déjà depuis, sauf un qui est neuf, tous les autres fonctionnent déjà depuis plus de 2 ans, donc... a priori, ils sont pas prêts de griller, donc ouais, il faudrait que j'augmente la taille de mon RAID 5 ou un truc du genre. Sinon, la carte graphique va direct dans le PC de jeu, donc voilà, il ira avec mon ancien PC actuel, en fait, c'est celui que je vais remplacer par le i5 6600K, c'est-à-dire un 3570K qui va partir en machine de jeu.
Actuellement j'utilise un Xeon, justement je vous ai parlé de cette petite astuce pendant la vidéo, justement j'ai fait cette astuce sur l'une de mes machines, et c'est celle que vous voyez en arrière-plan d'ailleurs, c'est le boîtier Thermaltake à la con dont je vous ai parlé. Et bien dans ce PC là, justement c'est le PC de jeu, quoi, c'est celui qui a un Xeon socket 1366, un seeker à 4 GHz. 4,2 GHz. Il a été overclocké beaucoup parce qu'à l'origine il est qu'à 2,6. Et maintenant mon ordinateur de jeu va utiliser ce boîtier là, vu que c'est le seul PC sur lequel je n'ai pas besoin ni de lecteur CD, ni de tout ce que vous voulez, parce que maintenant avec Steam en même temps, les jeux sur CD on les utilise jamais, sauf pour le rétro gaming. Mais bon, voilà, si vraiment j'ai éventuellement besoin d'un lecteur CD, je brancherai ça avec un des ports USB. Sinon, voilà, donc voilà à quoi servira ce boîtier. Le deuxième boîtier sera très certainement mon nouveau boîtier pour l'AMD FX. L'alimentation sera très certainement l'alimentation pour le nouveau PC de jeu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pièce déjà? Ah oui, le water cooling ira sur le... Je crois que je l'ai déjà dit, ira sur le 3DFX, sur le AMD FX, en espérant surtout que je puisse le mettre sur le haut du truc, parce que si j'ai compris, c'est un water cooling qui se met sur le haut du boîtier, en fait, et pas à l'arrière. Et donc, du coup, je vais être obligé de voir si le boîtier Cooler Master, eh bien, permet de fixer un truc sur le haut, comme ça. Sinon, je ne sais pas trop sur quelle machine je vais le mettre, parce que ça a l'air... Franchement, parmi les pièces qui sont là, elles sont tous excellentes. Tous excellentes, je tiens franchement à le dire. Bon, il y a peut-être quelques petits quelque chose que l'on peut reprocher à ceci ou cela, mais ça reste juste de l'ordre du détail, ou de l'ordre de la préférence, ou du conseil amical, on va dire. Genre par exemple pour le SSD avec celui-là, voilà, conseil amical, prenez plutôt un pro. Voilà, mais sinon, c'est pas non plus que c'est de la merde. C'est juste peut-être un petit peu moins bien qu'autre chose. Par contre, ce boîtier ainsi que le water cooling, nom de Dieu, en termes d'ergonomie, de montage et tout le bazar, et en termes surtout de justification de devoir faire avec toute cette merde, très franchement, ces deux produits sont extrêmement mal pensés. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de système de ventilation bizarre et de boîtiers bizarres comme ça dans les PC de diverses marques, et que pourquoi il y a si peu de marques qui font des boîtiers bizarres comme ça où on peut même pas mettre un lecteur CD. D'ailleurs, je serai très certainement le premier et de très loin à fêter la mort des, vous savez, des CD et tout le bazar, parce que la fiabilité de ces trucs, je la trouve absolument exécrable. Donc, bref, voilà, c'est dit, hein, mais bon, le problème, c'est que malheureusement, on en a encore besoin. Bon je crois que j'ai plus rien à ajouter dans cette vidéo bien longue de déballage d'énormément de pièces qui, très franchement, m'a fait très plaisir parce que je m'attendais pas du tout. En fait, je m'attendais à faire une vidéo très chiante parce que souvent, quand on reçoit de bons trucs, on n'a rien à dire parce que il n'y a rien à reprocher, voilà, ou pas forcément quoi que ce soit encensé, parce que très souvent, quand c'est de bons trucs, ça veut pas forcément dire que ce sont de bons trucs, et que ce sont des trucs absolument tellement originaux que, bien entendu, on peut encenser des choses. C'est la même chose que l'on encenserait, entre guillemets, sur n'importe quel autre produit pratiquement identique. Donc voilà. Mais surtout, je m'attendais surtout pas, franchement, à être aussi surpris par le niveau de n'importe quoi du water cooling, notamment avec ces 3 ventilateurs avec un fil extrêmement court qui demande en plus à ce qu'on branche les 3 ventilateurs sur la carte mère et qu'on peut pas brancher les 3 ventilateurs entre eux sans acheter un truc séparément. Donc il faut acheter un truc pour mettre les 3 ventilateurs branchés entre eux en même temps. Déjà ça c'est débile, parce que souvent on peut en brancher que 2, les adaptateurs sont faits que pour brancher 2 trucs, ou alors il faut les mettre en cascade, ça serait magnifique. Et en plus de ça, il faut acheter une rallonge. C'est juste, mais c'est aberrant quoi. À ce niveau-là, je pense franchement que ce truc, il est fait juste par quicololitude, quoi, entre guillemets. Parce que déjà, on n'a pas besoin d'un truc aussi incroyable pour refroidir son processeur. C'est total overkill. Je veux dire, on peut overclocker à son potentiel maximum, et je dis bien maximum, n'importe quel processeur Intel sorti depuis 3, 4, 5 ans peut-être même, avec un Hyper 212 Evo sans surchauffer du tout. Alors ça sert à rien de payer plus cher si, voilà, bon, ça peut servir par exemple si on a un Xeon Seeker, par exemple, justement comme celui-là derrière, ça peut servir avec un AMD FX si on a envie de le pousser au-delà de 5 GHz.
mais la carte mère sera très souvent l'échelon qui posera problème, bien avant que le processeur atteigne ses 5 GHz et tout ça. Faudra mettre des ventilateurs sur les VRM ou des trucs de genre, si on a envie d'overclocker un AMD FX aussi haut, surtout sur une carte mère relativement modeste au niveau du prix. Donc bref, ce water cooling, il me laisse perplexe, quoi. Et sinon, le boîtier me laisse mais complètement, mais alors je comprends rien à ce boîtier, Le reste des pièces, je le redis une nouvelle fois, sont absolument excellentes et vont partir directement en utilisation, et même les pièces les plus bizarres vont être utilisées parce que j'aime pas le gâchis et parce que je me sens contractuellement obligé de le faire étant donné que de toute façon je vais pas les vendre. Bon bah voilà, je vous redis à nouveau salut à tous et à la prochaine.